Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Printemps des sciences de l'ULB. Moi c'est Logan. Moi c'est Antoine et on va vous présenter l'anthropologie biologique en moins de 5 minutes. C'est parti. Anthropologie vient du grec anthropos qui veut dire humain, homme, et du grec logos qui veut dire science, étude et logique. On peut donc définir l'anthropologie comme l'étude de l'homme, la science de l'humain. L'anthropologie biologique n'est qu'un axe de l'anthropologie qui se sépare lui en deux axes. Un côté biologique et un autre côté socio-culturel. Elle s'oppose par les méthodes utilisées, mais aussi par les recherches effectuées. L'anthropologie biologique, aussi nommée anthropologie physique et anthropobiologie, est une science interdisciplinaire qui va mêler des recherches biomédicales, médico-légales, écologiques, primatologiques et j'en passe. Elle a pour but l'étude des fonctionnements biologiques et morphologiques des populations humaines. L'anthropologie biologique est considérée comme de l'écologie humaine, car elle a pour sujet d'étude l'humain en interaction avec son milieu physique, socio-économique et culturel. Du coup, l'anthropologie biologique a plusieurs applications en médecine. L'anthropologie du vivant se découpe en 4 grands axes. L'anthropologie biologique du vivant, l'anthropologie du passé, l'évolution humaine et l'anthropologie médico-légale. Parlons maintenant de l'anthropologie biologique du vivant. C'est l'étude de tout ce qui touche à l'humain d'un point de vue biologique et qui concerne le vivant ou répond à des questions actuelles. Nous allons maintenant aborder quelques exemples concrets. Il y a une trentaine d'années, Madame Verkotteren, prof à l'ULB, a établi pour l'ONE une actualisation des courbes de croissance pour les enfants de 3 à 21 ans et qui ont servi de normes de croissance. Par exemple, en comparant les courbes de croissance d'un pays à l'autre, tel l'Équateur, on a pu remarquer que le poids à la naissance et la taille pendant l'enfance étaient plus petits dans ce pays et que les normes mondiales ne leur correspondaient pas. Mais une des applications sans doute les plus importantes de l'anthropologie biologique du vivant, c'est son application dans le domaine médical. Par exemple, les courbes de croissance sont un outil très important pour les pédiatres. En effet, on peut définir une zone de croissance normale pour un enfant. Pour les pédiatres, sortir de cette zone de croissance est un réel signal d'alarme. 3 signaux peuvent avertir les pédiatres. Le premier signal, c'est le saut de courbe. La croissance suit une certaine trajectoire. Mais à un moment donné, un saut de courbe peut faire dévier la courbe de croissance sur une nouvelle trajectoire. Cela indique un problème de croissance. Par exemple, le syndrome de Turner, mais c'est souvent rectifiable avec un traitement à base d'hormones de croissance. Les deux autres signaux sont le P3 et le P97. Voici des courbes de normes de croissance. Elles ont été calculées afin de pouvoir englober 95% des enfants. Du P3 avec les enfants les plus petits au P97 avec les enfants les plus grands. Si on est plus bas que le P3 ou plus grand que le P97, il y a potentiellement un souci. Des examens complémentaires sont donc nécessaires. Je vous laisse maintenant avec Antoine pour en savoir plus sur l'anthropologie du passé et l'évolution humaine. L'anthropologie du passé tente de reconstituer l'histoire en exploitant les nouvelles technologies et les avancées scientifiques. Par exemple, les isotopes, la reconstitution d'organismes grâce à l'imagerie 3D ou encore la microscopie. Une des premières étapes après avoir trouvé un fossile, c'est de le dater. Pour cela, la datation aux isotopes sont régulièrement utilisées. Je vais donc vous expliquer en quelques mots en quoi cela consiste. Le carbone 14 se désintègre avec le temps, mais il est contrebalancé par l'apport de nourriture, contenant lui aussi du carbone 14. Quand un individu meurt, le carbone 14 ne se renouvelle plus. Le rapport carbone 14 sur carbone englobant tous les isotopes va donc diminuer au lieu de rester constant. En pratique, c'est ce rapport-là de l'échantillon fossilisé qui va être utilisé pour dater celui-ci. Venons-en ensuite à l'évolution humaine. Nous ne pouvons nier notre ressemblance avec les singes, mais quel degré de parenté l'homme a avec ceux-ci? Pour répondre à la question, il est important de bien comprendre que l'homme ne descend pas du singe, mais qu'il partage un ancêtre commun très proche. Une autre manière de déterminer un degré de parenté se base sur la bipédie. En effet, nous considérons la bipédie comme le propre de notre lignée. Prédire la locomotion de l'individu fossilisé par une analyse anatomique approfondie reste une technique puissante dans une étude de primatologie. Une analyse médico-légale est aussi nécessaire dans les recherches anthropologiques, que ce soit dans le cadre d'enquêtes actuelles ou à des fins historiques. Voici un exemple d'application d'expertise médico-légale. Cette reconstitution dressée par imagerie 3D fut modélisée grâce au reste fossile d'Homo floresiensis. Actuellement, l'anthropologie biologique est encore une branche de la biologie qui a encore de l'importance et de nombreuses recherches sont encore effectuées, comme l'étude des différences entre le genre Homo et le genre Australopithecus, ou encore l'étude des os calcinés qui vont nous donner des indices sur le passé. Mais aussi l'influence des modes de vie sur la diversité génétique.
Pour finir avec un exemple qui nous touche tous, c'est le Covid-19. Une équipe publie il y a moins d'1 an une étude sur l'impact du Covid-19 sur la croissance. Après analyse, ils estiment que toutes les conditions sont présentes actuellement pour dire qu'il y aura un impact négatif sur la croissance de nos jeunes. Cela ne pourra que se confirmer qu'après plusieurs générations. Enfin, vous avez compris, il y a beaucoup d'applications et de recherches actuelles. La présentation est maintenant terminée. On espère que la petite vidéo vous aura quand même intéressé. À la prochaine!